On se fait un clap à 3. Alors, attends, comme dans l'arme fatale, c'est 1, 2, 3, on clappe. 3 ou 1, 2, 3 et on clappe. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de La Flasque et d'Enclume. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à décortiquer, à s'écharper, je l'espère, avec suffisamment d'irrespect et de mauvaise foi sur 3 films. Mathias est venu avec un film américain de caverne post-apocalyptique où, on va pas se mentir, il s'agit surtout de voir des adolescents à poil. Sylvain avec un film italien d'un des maîtres incontestés de l'angoisse, mais malheureusement pour nous, c'était juste avant qu'il devienne un maître incontesté de l'angoisse. Et quant à moi, j'ai dans mon escarcelle un film pas franchement MeToo d'un réalisateur danois qui s'acharne pendant 2h20 sur une pauvre aveugle. Et pour savoir qui va entrer le premier dans l'arène, je vous propose un système de tirage au sort à la pointe de technologie, puisqu'il s'agit de ces petits papiers. Et c'est Mathias qui a le privilège de commencer avec Teenage Caveman. Lise est morte parce qu'elle a couché avec lui. Ils m'ont fait croire qu'elle était là, ils m'ont hypnotisé. Et on sait pourquoi ils nous ont emmenés ici, pour faire de nous des mutants. Des mutants invulnérables qui vivent pour l'éternité, moi je suis preneur. À condition de ne pas finir comme Lise. Elle a explosé, tout l'intérieur de son ventre était complètement Arrête, déchiqueté. tais-toi, j'ai couché avec lui, je vais mourir moi aussi. Non, regarde Vincent, il a couché avec Judith. Tu peux le dire. Si vous étiez contaminé, vous seriez déjà mort. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on se casse d'ici le plus vite possible. Pour que je réfléchisse. Teenage Caveman, c'est un film de Larry Clark qui date de 2002. À savoir que c'est en fait un téléfilm qui a été fait dans le but de faire une petite collection de téléfilms qui étaient tous en hommage aux films de monstres des années 50. Teenage Caveman d'ailleurs c'était un film des années 50 qui a à peu près le même début que le film qu'on a vu, mais évidemment au bout de 5-10 minutes quoi, c'est-à-dire que dès qu'ils sortent de la caverne, le film original qui s'appelait Teenage Caveman n'a absolument rien à voir avec le film qu'on a vu. On est dans le futur, le monde a été dévasté, disons-le, et seules subsistent des tribus, parmi lesquelles l'une qu'on suit, et c'est des tribus un petit peu sectaires qui survivent comme ça de chasse et d'eau fraîche et de pêche, exactement. Dans cette tribu, il se trouve que il y a un maître, un gourou, un chef, un leader, et que il profite de sa position de leader pour choper les petites gonzesses, pour faire un petit peu ce qu'il a envie. À la suite de quelques péripéties, notamment une partie de chasse qui tourne mal. Une équipe d'adolescents, les adolescents de cette tribu, s'échappent de la tribu et ils marchent et ils se retrouvent dans l'ancien monde. Voilà, ils se retrouvent dans l'ancien monde. Incroyable. Ils se font attaquer par une tempête et ils se réveillent dans un appartement qui ressemble aux appartements modernes de chez nous. Et ils sont recueillis par deux post-adolescents, on va dire, qui sont en couple, qui sont là, qui les recueillent et qui leur apprennent tout ce qu'il y avait dans l'ancien monde. Mais sont-ils tout à fait clairs et honnêtes, ces deux adolescents? Voilà. Parfait, magnifique. Bravo. Alors par contre, moi je me permets de t'interrompre tout de suite. Enfin, je t'interromps pas, d'accord, mais Mathias, moi je pense que ce que tu es en train de faire là, c'est quand même très grave. Tu es en train de donner presque aux gens l'envie de voir ce film. Ouais. Tu vois, s'il y en a qui nous écoutent là, tu vois, s'il y a quelques personnes qui écoutent, peut-être qu'ils vont aller voir ce film, ils vont se dire tiens, bon, j'ai terminé l'intégrale des Rambo et des Rocky, j'ai rien à faire de mon temps, je vais aller regarder Teenage Caveman. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est mon but. Et c'est très grave. Mais non. C'est très grave parce que la vie des gens vaut mieux que ça. Voilà. Et je voulais juste te dire ça parce que voilà, moi je l'ai fait et après avoir beaucoup pleuré de sang, du coup, j'ai passé du temps en plus à écrire des choses dessus. Je me dis voilà, non, il faut préserver un petit peu voilà le peu de gens qui vont écouter. Il faut que les gens aient voir Teenage Caveman. Alors c'est un film qui est totalement à part dans la filmographie de Larry Clark, pour ceux qui ont l'habitude. Larry Clark, c'est Ken Park, Kids, Martha Girl, c'est des films qui ont tous un rapport avec l'adolescence d'une façon ou d'une autre. Mais Teenage Caveman, c'est un film totalement barré dans sa filmographie. Il n'y a pas d'adolescence, ça n'a rien à voir, quoi. Non mais il fait pas des films fantastiques d'habitude. Juste pour donner vraiment, et après je vous laisse la parole les gars, pour donner vraiment l'envie à tout le monde d'aller voir ce film, parce qu'il y a un détail qui est quand même croustillant. Sur la jaquette de ce film, il y a un sous-titre ou plutôt une accroche pour donner envie d'aller voir le film. Donc il y a écrit Teenage Caveman et en dessous il y a écrit The Future Sucks. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est clair. On peut dire la vérité, on peut dire le film sucks aussi. Mais toi, Mathias, pourquoi est-ce que tu nous as conseillé ce film-là? Alors, je vous ai conseillé ce film pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut qu'on essaie de trouver des films que les autres ont pas forcément vus, des films qui vont pas faire l'unanimité. Voilà, c'était un peu le but de ce qu'on fait là, c'est de pas prendre un Stanley Kubrick pour qu'on dise tous que c'est génial. Donc, je suis allé chercher un film qui m'a plu, qui était le plus what the fuck possible.
On confirme. Et qui allait lancer le débat. Mais malgré tout, c'est un film qui me plaît et que je défends. Voilà, c'est pas, je suis pas allé chercher un film de merde. Ah oui, Et on en est là quand même. Ah oui, oui. C'est chaud quand même. Ouais, d'accord, ok. Et voilà. Et donc, il me plaît pour tout un tas de raisons, mais je vais peut-être attendre un petit peu vos coups avant de les esquiver, mais il me plaît pour tout un tas de raisons, notamment pour tout le côté hommage au film de monstres, les effets spéciaux approximatifs, voilà. Moi, je trouve ça assez génial et savoureux. Le scénario approximatif, ouais, je vois très bien. Bah Sylvain, vas-y, on t'écoute alors peut-être. Oui, on t'a pas entendu écoute, parler encore. Moi, j'ai pas pleuré des larmes de sang pour ce film-là. Et en fait, il m'a beaucoup fait rire. Sur l'idée, moi, je trouvais ça super sympa, cette idée qu'ils avaient eue en 2002 de faire des remakes de films de monstres et d'essayer d'en faire une anthologie, parce que quand en 2002 ils ont sorti ce truc-là, il y avait pas que Larry Clark qui avait fait quelque chose. Il y avait celui de Sébastien Gutiérrez avec Carla Gugino qui s'appelait Chi Créature, qui était sur les sirènes et qui est mignon aussi. C'est de la télévision, faut voir les moyens qu'ils avaient et faut voir comment ça a été tourné. Après, moi, ce qui m'embête le plus dans celui-là, c'est que j'ai toujours l'impression avec Larry Clark qu'on tourne en rond. Même si c'est un film de science-fiction, c'est toujours sur les adolescents, ça parle à peu près toujours de la même rébellion vis-à-vis d'un système qui finit toujours par être une rébellion qui, à la fin du film, où on se dit bon, c'était bien de se rebeller, mais c'était pas non plus... Enfin, on passe de 0 à 100 pour finalement arriver à la fin du film à se dire « Ah, peut-être que 50%, c'était pas si mal. » Donc, c'est le cas dans la plupart de ces films, c'est-à-dire que les mecs se rebellent, on les voit violents d'un coup ou très rebelles d'un coup, ce que t'avais dans Bully, ce que t'avais dans Kids, c'est même dans le dernier film qu'il a tourné en France. C'est pas inintéressant sur le propos. Après, c'est vrai que ça a vraiment très très mal vieilli et je serais curieux de savoir si tu l'avais vraiment vu en 2002 ou si, comme je le subodore, tu es quelqu'un qui a juste des goûts extrêmement particuliers en matière d'esthétisme, parce que c'est quand même très très moche et très mal joué. L'intention est pas, c'est louable quoi, tu vois. Les décorateurs, alors ce qui est très très drôle, c'est que c'est quand même des gens qui ont bossé. Son chef-op et le mec qui est son scénario sont des gens qui ont eu d'autres boulots. Visiblement, on n'a pas regardé ce qu'ils avaient fait lors de ce film pour leur donner du travail. Mais je veux dire, le scénariste a quand même... Alors évidemment, on est dans les grands chefs-d'œuvre. Hein. Le scénariste a bossé sur la série Daredevil de Netflix quand même. Et le chef-op a réalisé ce magnifique chef-d'œuvre pour moi. Mais après, c'est parce que j'ai un affect particulier avec ce film. Il était chef-op sur Punisher Warzone, donc c'est pas rien. Que personne ne connaît ici. Donc moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec toi sur ça, Sylvain. Moi, j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi tu nous avais soumis ce film et pourquoi tu pouvais éventuellement l'aimer, Mathias. Et effectivement, je suis là où je rejoins Sylvain sur le fait que c'est un film d'anticipation et que l'anticipation, c'est toujours quelque chose qu'il faut essayer de replacer dans le contexte dans lequel ça a été produit. Je prends l'exemple, tout de suite, celui qui m'est venu, c'est de Mad Max. Et effectivement, Mad Max, c'est un très bon film, ce qui n'est pas le cas de Teenage Caveman, mais on a une lecture supplémentaire plus profonde si on le ramène au fait que le monde, à ce moment-là, était soumis à une possible guerre nucléaire entre l'URSS et les USA, et aussi sortait de 2 chocs pétroliers qui avaient vraiment menacé l'équipe de la planète. Et je pense que vraiment, le film de Larry Clark, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, surtout avec ce groupe d'adolescents, j'ai l'impression que Larry Clark, il prend un groupe d'adolescents qui est presque celui typique des séries américaines, des teen movies américains des années 90, de la fin des années 90, et qu'il va effectivement s'attacher à gratter le vernis et à détruire l'image un peu trop lisse ou un peu trop factice que l'Amérique de ces années-là essayait de mettre en avant, il me semble. Après, donc ça, je trouve que c'est à la fois, comme tu disais, Mathias, comme tu disais, Sylvain, c'est quand même quelque chose, du coup, pour le coup, qui se relie pas mal aux autres films de Larry Clark. Après, moi, ce qui me déplaît énormément dans ce film-là, c'est que je trouve qu'il n'y a aucun personnage, en fait. Il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de chair, il n'y a pas d'émotion, il y a juste une espèce d'enchaînement, de poncif ou de grande vérité, de vision sur le monde, sur la catastrophe écologique, le puritanisme, la Bible, etc., dans des plans qui sont hyper symboliques et assez lourds, et du coup, finalement, ce qui leur arrive à ces personnages-là n'est pas tellement intéressant et on n'est pas emmené en fait de bout à bout par une histoire, des émotions, des gens qui vivent quelque chose en fait. C'est ça qui me gêne le plus. Cinématographiquement, c'est un peu raté quoi. C'est-à-dire que finalement, ils ont pas vraiment beaucoup de chair ces personnages-là. Comment j'ai trouvé ce film en fait, c'est que j'aimais bien les films de Larry Clark et je m'étais mis un peu dans la tête de regarder tous les films de Larry Clark quoi. Tu vois, vu qu'il y en a pas 50 000 non plus, donc j'avais chopé un peu tous les films de Larry Clark et j'étais tombé sur ce truc-là quoi. Et en fait, je vous avoue que quand j'ai vu ce film,
mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je me disais, je pensais que c'était un autre Larry Clark qui allait parler des adolescents et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en fait, je pense que Larry Clark, il répond un petit peu à ce que tu viens de dire, Romain, c'est-à-dire que, bien sûr que les personnages sont absolument pas travaillés et qui sont pas là pour nous emmener sur, on va dire, ce qu'on retrouve dans la plupart des histoires, à savoir l'évolution d'un personnage, comment il va évoluer, comment il va changer par rapport à une situation initiale, etc. Mais je pense que c'est là pour nous emmener vers un truc assez comique et assez grotesque, en fait, qui trouve un peu tout son sens à la fin quand il y a une sorte de bataille finale là entre les monstres et que il y en a un qui se transforme et que le deuxième qui vient juste d'avoir sa piqûre et tout ça, il dit moi aussi je peux me transformer, et que il fait ça et puis qu'il se transforme et que ça fait bataille de monstres géants. Ça devient totalement grotesque et en fait je pense que c'est ça la clé que donne Larry Clark dans son film. À la fin, ça devient simplement une parodie, voilà. À savoir que les lubies de Larry Clark, qui sont effectivement l'adolescence, mais surtout la drogue et tout ça dans l'adolescence, ça lui vient de sa première carrière parce que avant d'être réalisateur de films, Larry Clark c'était un photographe et il a été connu en photographiant des jeunes toxicomanes, voilà, dans une ville qui s'appelle Tulsa. Et voilà, c'est pour ses reportages photos sur les adolescents toxicomanes qu'il a été connu. À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit bon, est-ce que c'était vraiment le bon mec, Larry Clark? Parce que si tu regardes tous les gens qui ont bossé, ou si tu regardes un petit peu tous les, je crois qu'ils sont 4 ou 5 films qui ont été faits pour cette anthologie, c'était en général des réalisateurs qui avaient fait un peu de genre. Bon, Sébastien Gutiérrez, parce que c'est un mec que j'avais suivi à une époque avec ses polars. Donc c'est un mec dont tu sens l'influence du polar dans son film. Et le truc, en tout cas dans son téléfilm. Et le truc avec Larry Clark, c'est qu'en fait, par exemple, moi, sur le ressenti que j'ai sur ton film, c'est qu'en fait, on a presque l'impression que son contexte, il s'en fout. C'est-à-dire que Larry Clark, moi j'ai l'impression qu'il pourrait faire exactement le même film à la préhistoire, au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'ère victorienne. C'est toujours pareil. J'ai toujours l'impression qu'on va avoir Tant qu'il y a des ados à poil, oui, ça marche. Hein, voilà. À poil, qui se droguent et qui finissent par dire « Peut-être que c'était pas si bien de se droguer. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à ça 5 minutes en cercle ?» Après, voilà, moi le problème c'est qu'à partir du moment où le contexte, tu t'en fous un peu, et après il faut être absolument honnête. J'essaie de me souvenir, mais j'essaie de me rappeler, mais je crois qu'à part Michael Pitt et Rosario Dawson, il y a aucun des jeunes avec qui il tourne qui a vraiment fait une carrière qui ressemble à quelque chose. Le problème, c'est que si tu prends des mecs dont c'est pas vraiment le job ou l'envie de le faire, je crois absolument à aucun moment à ce qu'ils racontent et comment ils le véhiculent, quoi. C'est-à-dire que même si tu mets l'accent sur on voit très bien qu'il y a 2 couples qui ressortent, c'est-à-dire que t'as les couples des méchants manipulateurs et t'as le couple de ce que j'appelle la perte de la virginité, pour qui visiblement c'est toujours un truc assez visiblement important. Les autres personnages, on s'en fout royalement, quoi. Ils passent dans le film, on les oublie assez vite, parfois on oublie même leur prénom. À part de dire les hommes nous ont foutu dedans, c'est la merde dehors, mais enfin personne ne change d'attitude, quoi. C'est pas un trauma visiblement la fin du monde chez eux en fait. C'est juste au lieu de forniquer dans des maisons de banlieue, on fait ça dans des cavernes ou dans des anciens appartements, mais sinon voilà. Après, mais je pense que tu vas chercher des réponses beaucoup trop loin parce que c'est ce que je disais, quoi. Dans la jaquette, il y a écrit The Future Sucks, tu vois. Et je pense que ça résume le propos du film. Mais après, ouais, du coup, ça chercher du sens où il n'y en avait pas. Hein. Mais du coup, ça, je trouve que ça pose quand même pas mal de questions. Effectivement, c'est quoi le projet, plus globalement, le projet cinématographique de Larry Clark, quoi. C'est quoi ses intentions? Moi, j'avoue que j'avais vu Ken Park à sa sortie en 2002 au cinéma. Ça m'avait pas tellement passionné, hormis effectivement le fait qu'on puisse voir pas mal de personnes à poil dans un film de cinéma. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà un bon point de début. Ce qui est déjà un bon point. Il y a une scène qui m'est toujours restée en mémoire. Je sais pas si vous l'avez vu, Ken Park, ou pas tous les deux? Oui. Ouais, il y a très longtemps. Ouais. En fait, il y a une scène dans laquelle un des ados du groupe qui est filmé par Larry Clark bouffe la chatte de la mère de sa copine. Ouais. Ouais, et il lui dit vous avez le même goût. C'est une scène qui m'a beaucoup marqué, que j'avais trouvé très drôle à l'époque. Effectivement, la mère, de toute façon, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir de la mère de famille américaine, une belle blonde bien plantureuse, qui fait probablement du basketball et qui bouffe des céréales toute la journée. Le mari, c'est celui qui est visiblement incapable de lui donner sa place de femme et qui du coup discute le week-end, le dimanche au barbecue avec le petit gars qui lui du coup se tape sa femme. Ce qui me gêne avec ce cinéma-là, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu pris par une sorte de syndrome de Peter Pan. C'est-à-dire que Larry Clark, il regarde les adolescents, mais pas dans une vision réelle des adolescents, mais dans une sorte de vision fantasmée. Alors ouais, je suis d'accord avec le travail que tu dis par rapport à la photographie, où il y avait quelque chose qui suivait la question de la toxicomanie, de la drogue, des errances de ces jeunes aux États-Unis, notamment. Et de la destruction de soi aussi.
Ouais, bien sûr, mais finalement, moi je trouve que cette destruction de soi, en fait, elle me gêne de plus en plus dans le cinéma américain ou européen, dans le cinéma occidental en fait, parce que je trouve que vraiment c'est une façon de regarder l'adolescence qui est hyper fantasmée. L'adolescence, on sait que c'est une période d'errance, on sait que c'est une période difficile de construction de soi, où aussi on est face à l'inconnu et on essaye de trouver, de s'accomplir et de trouver une identité. Et puis après, je pense que quand on grandit aussi, tout d'un coup, avec un peu plus de maturité, on accepte les paradoxes, les faiblesses, les vides, etc. Et en fait, quand je vois le cinéma de Larry Clark, j'ai l'impression qu'il se complaît à revenir à un état d'adolescence, justement à une espèce de no future. Ce no future, c'est vraiment l'apanage des endroits ou des sociétés privilégiées, quoi. Et ça, en fait, ça me gêne beaucoup parce que finalement, ce que porte comme message le film, alors je parle pas de ce film seulement là, je parle de l'ensemble des films de Larry Clark. Je trouve que c'est très, très autocentré, très égocentré. Et finalement, ça permet pas de prendre de la distance justement à ce qui est traversé par ces adolescents-là. Je suis pas totalement en désaccord avec ce que tu dis. En tout cas, je comprends très bien qu'on puisse le voir comme ça. Moi, j'aime bien, on va dire, la partie sérieuse de Larry Clark, quoi, c'est-à-dire dans ses films sérieux. Mais je me dis justement, est-ce que Teenage Caveman, c'est pas un bon exemple? Parce que justement, tout ce que tu dis, tu vois, c'est valable. Et Teenage Caveman, il se prend pas au sérieux. Ouais, et moi, c'est ça qui me plaît. Quoi, assumé. Et la scène de baston finale, en fait, c'est ça qu'elle délivre, je trouve, aux spectateurs. Regardez les effets spéciaux, regardez les monstres, ils se transforment quand ils veulent, etc. Et du coup, ça apporte un petit peu de légèreté, je trouve. Et peut-être qu'il en faut un peu, effectivement, pour appréhender Larry Clark, parce que je suis pas totalement en désaccord avec toi quand tu dis que il montre pas l'adolescence, mais qu'il montre sa vision plus ou moins fantasmée de l'adolescence, quoi. Par contre, il y a un truc dont il faut absolument qu'on parle quand même. Excuse-moi Sylvain, après je te promets, je te laisse la parole. Hein. Tu as l'habitude de toute façon avec moi. C'est quand même l'étalonnage et du montage, quoi, parce que l'étalonnage il est vraiment dégueulasse. Hein. C'est laid. Hein. Non, putain, les gars, vous en avez mis du temps à parler de l'étalonnage quand même. Ah ouais, ce filtre bleu sur l'extérieur de la caverne, plus les arbres verts dont la saturation a été poussée, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Ben oui, ils ont pris des cours chez MTV, c'est ça? Moi, je trouve ça dégueulasse aussi, et en même temps, ça participe du truc, quoi. Tu vois? Moi, j'ai une réponse à ça. Je pense qu'en fait, l'alcool. Comme tu l'as dit justement, ouais, il y a l'alcool, il y a la drogue. On a vu qu'il y en avait sur le plateau. Mais je pense qu'au-delà de ça, en fait, Mathias m'a fait remarquer que Larry Clark faisait un caméo dans le film. Ouais. Et il meurt au bout de 3 minutes. Et je pense qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il est vraiment mort au bout de 3 minutes et les mecs ont fini le film sans lui. Ce qui explique beaucoup de choses, en fait. Non, écoute, je pense pas, parce que c'est le chef-op qui s'occupe de l'étalonnage, c'est pas Larry Clark. Et comme c'est un mec qui a quand même bossé sur Punisher Warzone, c'est pas rien. Oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. Non, mais en fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est que tu vois, j'ai jeté un coup d'œil à son travail de photographe, parce qu'il y avait aussi, il y a quelques années, une rétrospective à Paris, au musée d'art moderne, sur son travail. Le problème, c'est qu'en fait, moi, l'esthétisme des films de Larry Clark, ça me marque pas, en fait. Sa caméra, bon, est toujours, en général, très proche des acteurs, et tu peux avoir des bons moments de conversation ou de scènes de fesses mal filmées comme dans Ken Park, mais je veux dire, physiquement, enfin, tu vois, je veux dire, tu retiens rien esthétiquement parlant. Enfin, je veux dire, il y a des photographes qui sont devenus des réalisateurs et qui essayent au moins de faire des jolis plans. C'est pas moche, mais tu retiens rien, quoi. Alors, je suis pas hyper d'accord avec toi. Alors, notamment, par exemple, sur Ken Park. Alors, c'est de mémoire, hein, Ken Park, je l'ai vu il y a longtemps. Mais je me souviens qu'il y avait des... mec qui se branle en regardant du tennis, c'est pour ça que ça te plaît. Il y avait, ouais, possible. Non, mais il y a des très jolis plans dans Ken Park de mémoire, et notamment au tout début, il me semble que ça commence le film par le suicide d'un adolescent dans un skatepark. De mémoire, les plans, ils sont assez jolis, tu vois, je m'en souviens. Notamment, il fait aussi pas mal de plans de surfeurs à contre-jour et tout ça. Je crois que c'était le chef son travail de son travail de photographe, pour le coup, c'est pas de la photo, on est plus dans le photo-reportage que dans la photo hyper esthétique. Hein. Mais même donc, avec un cadre, tu vois, c'est-à-dire que si tu peux faire une photo hyper naturaliste, si c'est bien cadré ou si t'as vraiment voulu avoir une émotion particulière, c'est un modèle que tu pourrais repérer dans ces films, tu vois. Par exemple, quand tu regardes un film de Jonathan Demme, c'est toujours pareil. T'as un moment donné dans un film, tu vas voir le regard caméra qu'on a tous vu dans Le Silence des agneaux, mais tu le trouves dans tous ses films. Le regard caméra, il le fait à un moment donné dans ses films. Ok, c'est pas le truc le plus fin du monde. Quoi. Mais c'est son style. Le truc de Larry Clark, c'est que j'ai l'impression que c'est, à part une caméra qui est proche des gens et que posée correctement, enfin je veux dire, c'est quand même un bon cinéaste. Enfin, n'exagère pas quand même là. Mais non, on a vu bien pire. Il suffit de regarder tous les films de Nicolas Bedos. Mais le problème, c'est que derrière, les idées sont louables, mais je trouve ça maladroit et du coup, ça peut devenir un peu. C'est pas vraiment c'est un film de monstre vite fait à la fin. C'est pas une critique sociale révolutionnaire, hein, dire que t'as des adultes qui peuvent profiter de leur position pour abuser des adolescents.
Bon, ayant grandi à côté de la Belgique, ça va, hein, je connais. Et après, le truc, c'est que, voilà, enfin, il m'a pas marqué ni pour le scénario, ni pour le visuel. Après, je trouve que c'est mignon, quoi, tu vois, mais est-ce que c'est pas tout simplement toi, ça, Mathias, mignon, mais sans plus? Ok, ça part de là, putain. Quel enculé. Quel bâtard. Ah ouais. Non, mais je vais quand même rajouter que là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve que dans Teenage Caveman, et notamment alors un peu à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des moments qui sont assez bien réalisés, tu vois. Toute la séquence de poursuite à l'intérieur de l'appartement et tout, je trouvais que elles étaient Non, mais attendez, assez bien il y a faites. des gens qui... Ouais, il faut vraiment que ceux qui écoutent regardent ce film pour voir ce que tu entends Mais par oui. poursuite dans l'appartement, parce que je pense que c'était marqué comme ça aussi dans le scénario, mais qu'au final c'est pas vraiment une poursuite dans un appartement. Ouais, je trouve que tu le vends trop bien là. Non, je trouve C'est que c'est éventuellement un chat dans un couloir, mais c'est tout, quoi. non, honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Et puis même, justement, là, toute l'esthétique de l'appartement, toute l'esthétique des couloirs et tout ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Évidemment, ça révolutionne pas le genre cinématographique, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Tout ça pour un téléfilm. Est-ce qu'on conseille ou pas ce film? Alors moi clairement je ne le conseille pas, hein. Voilà, d'emblée. Voilà, Sylvain peut-être. Bah écoute, je pense que c'est toute une question de contexte. C'est-à-dire que si tu as éventuellement beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, une mère abusive ou un papa minable, éventuellement des potes, un canapé, ça peut s'envisager, mais c'est toujours pareil. C'est une question de contexte, quoi. Il va falloir s'organiser pour regarder ça. Non, Après, T'as tout dit avec des potes, un canapé. C'est sûr que c'est un film qu'il faut voir comme ça, quoi. Faut le voir avec des potes, un canapé, du popcorn, se taper des bars entre potes, quoi. Très bien. et ensuite, il faut aller rider juste en bas, quoi. Et après tu perds tes amis. En tout cas, moi, je le conseille et je dis que quoi qu'il arrive, au moins, vous aurez vu des nichons. Eh ben, très bien. En plus, Eh ben, c'est vrai qu'on peut pas taper nichon sur internet, sur Google, quoi. Mais c'est pas pareil. Je comprends rien. Alors, quelle main vous choisissez pour le deuxième film? Allez, ta main droite, celle avec laquelle tu te branles. Les Ça gars, va nous amener à ton film, d'ailleurs. Exactement. C'est exactement mon Et film. voilà. allez. Donc à moi de prendre la parole. Ah bah oui. Oui, on t'écoute. Ah bah oui, on t'écoute. Fais-nous une petite présentation de ton film. Vas-y. Alors, avant de vous parler du film lui-même, je voudrais vous parler du contexte où je l'ai découvert, parce que pour moi, c'est très important. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma vers à peu près 10-11 ans, je pense, et à cette époque-là, j'enregistrais surtout des films du dimanche soir sur TF1 avec des VHS, et ma culture cinématographique, c'était vraiment Le Flic de Beverly Hills, L'Arme Fatale, tout le cinéma américain des années 80-90. Et c'est à peu près vers 15 ans que j'ai commencé vraiment à me dire que j'avais envie que le cinéma tienne un rôle particulier dans ma vie. Et moi, à ce moment-là, j'avais envie de me construire ma propre identité de cinéma. Et donc, j'ai commencé à chercher des films qui m'écartaient un petit peu des bons films, quoi. des territoires de cinéma où j'avais l'habitude d'aller. En 99-2000, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait au niveau du Festival de Cannes. Et il se trouve que cette année-là, en l'an 2000, la Palme d'Or a été remise à Lars von Trier pour Dancer in the Dark. I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. Le pitch du film, on va suivre ce personnage de Selma, dont on va découvrir assez rapidement qu'elle souffre d'une maladie qui va la rendre aveugle et qui va lutter pour offrir à son fils la possibilité de voir. Peut-être que tu peux nous dire en quelques mots avant, même peut-être de manière un peu instinctive, tu vois, ce qui t'a plu dans ce film. Je crois que c'est l'immense proximité qu'il y a avec cette femme-là, en fait. Elle oppose constamment toutes les horreurs qu'elle subit. Elle y oppose cette espèce de grandeur d'âme ou d'évidence d'âme qui m'a énormément séduit. À cela, s'est ajouté le rapport à la comédie musicale, le rapport à la musique, comme des bouffées d'air, des possibilités de bonheur dans un monde qui n'en contient aucun ou qui n'en contient très peu. Et je pense que c'est quelque chose qui continue à résonner en moi et qui, je pense, est assez universel. Effectivement, je crois qu'on va aussi au cinéma pour prendre des bouffées de bonheur, pour prendre des bouffées d'autre chose que ce que la vie est capable parfois de nous proposer. Ok, Sylvain. Il faut que je donne vraiment maintenant mon avis sur ce film parce que sinon le podcast est terminé. Hein. Le problème, moi, que j'ai avec Lars von Trier de manière générale, c'est que je trouve que tout est too much. Parce qu'en fait, ce film, c'est un tire-larme et en fait,
De manière générale, moi, Lars von Trier, il me fait penser au tonton bourré dans une soirée, quoi. C'est le mec qui est, tout le monde sait qu'il est cultivé, c'est pas un garçon méchant, mais quand il est bourré, il est con. Et voilà. C'est, en fait, ce film, pour moi, c'est le parfait exemple des contradictions du personnage, quoi. C'est-à-dire que, on nous fait croire visuellement que c'est tourné caméra à l'épaule et que quand tu tournes comme ça et quand tu fais un film comme ça, le but c'est d'avoir les émotions sans tricher. Alors qu'en fait, il y a eu énormément de retouches numériques sur le film, notamment pendant les scènes de danse dans les ateliers, parce qu'il y avait plein de caméras qui ont ensuite été effacées numériquement après au montage. Je crois à aucun moment à cette histoire. J'en sais rien. Björk est peut-être, c'est une femme qui a du talent. Là-dessus, il y a pas de souci. En actrice, non. J'y accroche pas du tout. Et même, les méchants sont méchants, les paumés sont paumés, les gentils sont ultra méga giga gentils. Après c'est sûrement moi. Hein. C'est pas un cinéaste en soi que je déteste. Moi j'aimais beaucoup L'Hôpital et ses fantômes. En producteur, c'est quand même un mec qui a produit Royal Affair, qui était un film avec Mads Mikkelsen et Alicia Vikander. Et c'est un film plutôt bien fait. Et là, c'est un film plein d'artifices. Et ça lui posait pas de problème de produire ça avec sa boîte de production avec laquelle il passait son temps à donner des leçons de morale aux gens sur comment il faut faire du cinéma pour que ce soit vrai, quoi. En fait, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, une fois, a trop bu avec son copain Thomas Vinterberg et qu'ils ont voulu faire les petits malins en faisant une conférence de presse dans un grand théâtre parisien en disant qu'ils allaient révolutionner le cinéma et que, en fait, ils auraient simplement dû le faire et sans en parler des tonnes parce que... Ouais, mais attends, on sait pertinemment que n'importe quel manifeste esthétique, il est posé pour... c'est une sorte de façon de poser ses couilles sur la table pour effectivement se faire remarquer, mais ça je dirais, ça n'a presque rien à voir avec la qualité ou pas du film. Soit le film te touche, soit il te touche pas, tu vois. Parce que le dogme 95, c'est quelque chose qui est parlé au milieu des années 90, 95, 5 ans après, et même ce film-là, il l'inscrit pas dans le dogme lui-même. Et puis moi, je dirais même, est-ce que toutes ces considérations esthétiques de cet ordre-là, est-ce qu'on s'en branle pas un petit peu, quoi? Moi, j'ai un problème avec son cinéma, c'est que si on n'aime pas, on est forcément ou un réac qui a pas compris la vision du truc, et il y a des gens qui adorent de manière démesurée ce qu'il fait. Par exemple, pour parler du dogme, si tu regardes les films de Thomas Vinterberg, moi je les trouve vachement mieux réalisés. On est d'accord. Et je trouve que ça me parle plus en matière de sens que Lars von Trier. Donc je pense que dans le duo, il y avait un réalisateur et un petit malin, quoi. Et c'est le petit malin qui a gagné Cannes, quoi. Bon, du coup, moi je vais enchaîner et puis Vas-y. Je vais même prolonger en fait. Parce que, hein? Oui, je vous attends. Je vous prends tous ici. Je vous déglingue, j'en ai rien à foutre. Non, mais je vais même prolonger ce que tu disais, Sylvain, là, à l'instant, quand tu disais c'est un petit malin. Moi, je pense que c'est plus que ça. Je pense que il y a deux trucs chez Lars von Trier, c'est que il est complètement mégalo, et 2, il adore se foutre de la gueule de son public. Et ça je m'en étais rendu compte quand j'avais vu, il avait fait un court-métrage, je sais plus quand ça date, mais c'était avant sa carrière cinéma, quoi. Et puis il l'avait déposé dans un festival de court-métrage, quoi. Et puis il avait dit qu'il était même pas allé chercher le prix parce que en posant le film, il savait que c'est lui qui allait gagner, quoi. Et en fait, je pense qu'il a fait pareil avec Dancer in the Dark et le festival de Cannes. En fait, je pense que c'est le même truc. Je pense qu'il se fout de la gueule de son public. Et je pense que c'est là tout l'intérêt du pathos et du surpathos qu'on trouve dans ce film, que des gens peuvent aimer, mais que des gens comme visiblement toi, Sylvain, et moi et d'autres, on peut trouver en fait totalement agaçant. Parce que c'est largement improbable, cette espèce d'enchaînement de pathos, de malchance, de malheur qui arrive à ce personnage, qui est déjà pas gâté par la vie, parce que vraiment, le nombre de fois on a envie de lui mettre des taquets dans la bouche en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Personne réagit comme ça, quoi. Donc du coup, elle représente quoi, tu vois, ce personnage-là. Mais je pense que c'est sa façon de faire ça. Je pense qu'il y a des indices dans le fait qu'il se fout de la gueule du monde. Déjà, il est allé chercher Jean-Marc Barr. Non mais sans déconner. Luc Besson, il avait fait le coup une fois, mais je veux dire, après on a vu quand même. Aller chercher Jean-Marc Barr pour jouer dans un vrai film, c'est pas possible de faire ça si c'est pas juste pour se foutre de la gueule du monde, quoi. En plus, non mais aller chercher Björk, je pense que c'est aussi une façon de dire, en fait, il est allé chercher la quintessence pour moi de ce qui plaisait au public bobo à l'époque, quoi. Et Björk, c'était ça, quoi. C'était le truc, la meuf, elle faisait de la musique expérimentale, elle était islandaise, personne comprenait, donc il fallait dire que c'était génial. À l'époque, c'était la quintessence du bobo. T'es vraiment un sale con, réac. Et, mais je l'assume complètement. Et je pense qu'il est allé chercher Björk exprès parce qu'il savait que au Festival de Cannes, tout le monde allait être obligé de se séguer, parce que c'était Björk. Et puis, je pense que son manifeste du dogme, c'est exactement la même chose. Parce que je pense que c'est une façon de se foutre de la gueule du monde en disant, si on utilise une caméra
de merde, si on fait de la merde et machin et tout ça, bah du coup les gens ils vont être obligés de dire que c'est génial parce que c'est un auteur et qu'il y a une intention derrière. Et d'ailleurs Thomas Winterberg dans une interview il avait dit que c'était en fait une vanne cette histoire de dogme là et que ils l'ont jamais respecté dans aucun de leurs films, même Festen, même les plus proches de ce que pouvait être ce dogme, ça a jamais été respecté complètement. C'était un truc qu'ils ont fait effectivement quand ils étaient bourrés pour déconner. Et voilà, je pense que c'est un malin, Lars von Trier. Et d'ailleurs, en fait, il y a des séquences qui sont, notamment toutes les séquences de danse et tout ça, toutes les séquences comédie musicale, elles sont en fait très bien réalisées. Ça montre qu'il sait réaliser un film, mais qu'il aime se foutre de la gueule de son public. Et pour moi, le reste de sa carrière, et même pas carrière cinéma, je veux dire sa carrière d'homme public, c'est ça aussi. Je veux dire, après, quand il dit qu'il aime les nazis, c'est une façon de faire de la provoque. Et en fait, je pense que c'est ça son kiff à Lars von Trier, c'est de se foutre de la gueule des esthètes, en fait, voilà, de ceux qui vont trouver génial, de ceux qui vont lui donner une palme d'or. C'est ma vision de Lars von Trier, mais j'aurais encore plein d'autres trucs à dire dessus, quoi. Alors moi, je trouve qu'elle est, ta vision est un peu, comment dire, est a posteriori. Justement, c'est pas quelque chose qu'il faut regarder a posteriori, mais qu'il faut regarder dans son déroulement même, parce que j'ai l'impression que dans l'existence, souvent, la plupart d'entre nous procédons comme ça, en affirmant des choses pour essayer de trouver un semblant de consistance, et puis en les nuançant après, en essayant de retrouver un autre chemin, etc. En fait, ce type-là, je pense depuis 25 ans ou 30 ans, cherche des choses d'un point de vue cinématographique, cherche du sens, mais le fait toujours avec beaucoup d'incertitude, de souffrance, de douleur, etc. Et donc n'est jamais tellement convaincu. C'est quelqu'un qui déploie en fait une humanité qui est extrêmement fragile, extrêmement faible, extrêmement petite. Souvent les personnages de masculins, et d'ailleurs dans le dernier film dont le titre est imprononçable en anglais par moi, La maison que Jacques a bâtie, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que les hommes dans ces films sont tout le temps des raclures, petits, faibles, foncièrement des gens peu recommandable. Et je pense que ça, c'est la vision qu'il met des hommes dans ses films. Et autour de ça, il y a des personnages pivots qui sont souvent incarnés par des femmes, et c'est le cas de Selma, incarnée par Björk dans ce film-là, dont effectivement le sort, le réalisateur, l'histoire, tout s'acharne pendant 2h20, mais de manière effectivement presque, c'est outrancier. Outrancier au sens d'une passion. C'est vraiment la passion au sens christique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un chemin de croix jusqu'à une issue inéluctable, et qui le fait presque avec une générosité sans borne. Et je pense que Lars von Trier regarde ces personnages féminins de cette manière-là. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a une dichotomie très nette entre ce qui appartient, je dirais, au monde terrestre, caméra sans cesse en mouvement, il y a peu de relief, filmé avec un grain orangé, alors que les passages qui sont filmés de comédie musicale, avec des couleurs très saturées, il arrive qu'il y ait des plans larges, le monde se stabilise grâce au chant. Et ce monde-là naît de tous les petits bruits, de toutes les petites choses qu'il y a autour d'elle dans le monde réel. C'est-à-dire que c'est sa façon de regarder la laideur du monde qui va le rendre beau. Tu as parlé des passages comédie musicale. Pour moi, c'est là où il y a de la réalisation. C'est parce que dans ces passages, justement, c'est les moments où il y a des plans larges et où, à l'intérieur de ces plans larges, il y a des chorégraphies et donc de la mise en scène et donc de la réalisation. C'est là où moi, ça m'a un peu plu parce que je me suis dit, bon, ok, là, il fait quelque chose d'intéressant du point de vue cinéma. Après, en termes de déroulement... Attends, juste une question. En quoi le reste n'est pas intéressant d'un point de vue cinéma? Sylvain parlait tout à l'heure de la question du style ou de la signature. Je veux dire, là, effectivement, il y a quand même quelque chose qui est... Et moi, je pense que les deux fonctionnent en contrepoint. Les deux mondes fonctionnent en contrepoint. Les deux façons de mettre en scène fonctionnent en contrepoint. L'autre est peut-être plus Je te dis pas que le reste est inintéressant. Je te dis pas que le reste est inintéressant. Je te dis que moi, en ce qui me concerne, et puisque je parlais de moments que je trouvais bien réalisés, et c'est pour ça que je parlais de ces moments-là, parce que c'est les moments où on voit la mise en scène, voilà. Ou si tu veux, c'est le moment où on voit les passages un petit peu de virtuosité dans la mise en scène, voilà, chez lui. Et donc, dans le film, c'est les moments où ça sort le plus, parce que justement, avec l'image dégueulasse, avec ce genre de truc, tout est fait pour te faire croire que, voilà, c'est pas fait avec... beaucoup de moyens, que c'est fait de manière un peu crasseuse, un peu machin et tout ça. Et justement, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ces passages où il y a effectivement du plan large, de la mise en scène, de la chorégraphie, et ben là, on voit du talent pur de réalisation. Et c'est là où moi ça me raccroche un petit peu. Ça veut dire que le reste procède d'un choix. T'es bien d'accord avec ça? Mais en fait c'est ce que je te dis moi depuis le début. Je te dis pas que il est mauvais. Je te dis que il fait exprès et que il se fout de la gueule du monde. Il y a une séquence qui on va dire est l'illustration pour moi parfaite de ce que je suis en train de dire. C'est le moment où Björk elle est dans le ciné.
Elle va voir des films alors qu'elle y voit rien. Et donc, il y a sa pote, là, qui lui raconte le film. Sa pote, putain, c'est Catherine Deneuve. Sa pote, non mais je te jure, quoi. Tu Sa vas pote. respecter un petit Bah peu, ouais. bordel de merde. Et en même temps, putain, tu mets Catherine Deneuve et Jean-Marc Barr dans le même film. Franchement, tu respectes rien, excuse-moi. Et en fait, pour moi, cette séquence, c'est vraiment la métaphore parfaite du film, quoi. C'est-à-dire, il y a un pauvre mec qui est là et qui aimerait voir le film, qu'il est venu voir et pour lequel il a payé. Et sauf qu'il y a Catherine Deneuve qui raconte tout le film à Björk derrière. Et le mec, il pète un plomb. Et c'est normal, tu vois. Moi, je pèterais un plomb aussi. Toute Catherine Deneuve qu'elle est, je pète un câble, tu vois. Je me lève et je dis, mais ferme ta gueule, tu vois. On l'a tous vécu au ciné, quoi. Celui qui commente le film derrière toi, quoi. Et ben là, non. Là, il faut rien dire parce que c'est Björk et du coup, Björk, c'est génial. Voilà. Donc, il faut dire, il faut que tout le monde se tourne et dise, ah ouais, c'est normal, il faut tchatcher, il faut raconter le film parce qu'il y a une aveugle qui a décidé de venir le voir en même temps que moi. Ah ben non. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai payé pour voir mon film. Je veux pas qu'on se foute de ma gueule. Voilà. Voilà pour moi le passage qui est la meilleure métaphore du film. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi je voudrais juste te dire que le plus beau moment de cinéma que j'ai eu en regardant une œuvre de Lars von Trier, c'était la publicité pour les CNP Assurance qui représentait les 4 saisons. Et c'est la chose que je voudrais retenir avant de mourir de Lars von Trier. Je pense qu'il faudrait mettre ça dans une capsule qu'on enverra dans l'espace pour que les aliens se rendent compte que chez nous il y a des artistes. C'est vrai. Avec la pub pour les Knacky Herta aussi qui était pas mal. Eh ben, je vous emmerde, voilà. Donc alors, Dancer in the Dark, est-ce qu'on le conseille aux gens qui nous écoutent? Mais oui, mais il faut, comme ça vous saurez qui sont vos vrais amis, qui sont les gens qui vous aiment. Il faut à un moment donné, je veux dire, je pense que c'est à peu près le même principe en soi que le Ramadan. C'est-à-dire quand tu te prives de nourriture, tu savoures la nourriture. Quand tu te prives de cinéma, tu savoures le cinéma. Ouais, moi je dirais que si vous aimez tout ce qui est intello, expérimentalo, n'importe quoi, ça devrait vous plaire. Et moi je vous dirais, il faut aller voir ce film, surtout si vous vous sentez un peu laid, un peu petit, un peu maladroit. Un peu islandais. Et que vous souscrivez à cette phrase du Petit Prince qui dit, puisque le personnage devient aveugle, on ne... Oh c'est immonde, on n'a pas le droit de citer le Petit Prince après Lars von Trier. C'est interdit. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Attends, juste un dernier truc que j'aimerais dire, parce qu'on a beaucoup parlé de Dancer in the Dark, mais il y a un truc qu'on n'a pas résolu finalement en parlant de ce film-là. C'est que quand tu veux classer des documents, est-ce qu'il vaut mieux avoir un Lars von Trier ou un Lars von Classer? It's all a bad dream. I'm scared. What's happening? Look, I'm waiting for someone. An evening of darkness becomes an eternity of terror and suspense. Pour le choix du troisième film, il me reste un seul papier à choisir et c'est, oh surprise, 4 mouches de velours gris dont Sylvain va nous dire le titre en italien, parce que je sais qu'il est fine mouche de langue italienne. Alors on t'écoute Sylvain. Quel jeu de mots? 4 mouches de velours gris. Mais oui. Alors, en fait, je suis tombé sur ce film complètement par hasard dans une cinémathèque de l'université de Lille 3 quand je faisais mes premières années d'études d'art. En fait, j'étais parti d'un truc tout bête. J'avais vu son nom quand j'étais gamin au générique de L'été une fois dans l'Ouest comme tout le monde, quoi. Et donc j'étais un peu curieux de savoir ce que le mec avait fait. Et donc c'était le seul film qui restait de Dario Argento, puisque évidemment tout le monde avait pris Suspiria, tout le monde avait pris évidemment tous ses films les plus connus. Et c'était le seul qui restait. Donc je me suis retrouvé avec une VHS un peu tout pourri qu'il fallait consulter sur place, à regarder ce film. Je me suis dit, pourquoi pas commencer par un film que j'avais trouvé pas mal à l'époque. C'est pas génial, mais j'avais trouvé ça pas mal. Donc, on est en 1971, donc c'est le dernier film de sa trilogie dit des animaux, donc c'était les premiers films qu'il avait fait, avant de passer évidemment à la vitesse supérieure avec Suspiria et de plonger dans le surnaturel comme il l'a fait après dans sa carrière. Donc on est sur du giallo. C'est le polar italien extrêmement stylisé avec de la violence, du sexe et évidemment des intrigues qui sont assez compliquées et qu'on finit toujours par deviner au bout de 5 à 10 minutes de scénario. On est en 71. Il avait déjà fait L'oiseau au plumage de cristal avant et Le chat à 9 queues. Ça, c'est le 4 mouches de velours gris, c'est le dernier volet de cette trilogie. Et ça suit, alors attention, on part pour un espèce de grand 8 émotionnel. L'histoire de Roberto Tobias, qui est joué par Michael Brandon,
qui est le sosie non officiel de Mike Brandt, il faut quand même être honnête quand on regarde le film. Donc, qui est un batteur dans un groupe de musique et qui, un jour, en sortant du studio, se rend compte qu'il est suivi par un homme énigmatique à moustache. Ça nous est tous arrivé au moins une fois, donc on sait dans quelle position on est à ce moment-là. Et donc, l'homme le suit plusieurs fois. Il finit un jour par le confronter dans un théâtre abandonné. Il tue cet homme et il est pris en photo par un autre protagoniste qui a un masque de bébé. Donc ça, c'est tout à fait italien, j'imagine, les gens avec les masques de bébé. Et donc, tout le film, on va essayer de suivre les aventures de ce Mike Brandt italien pour essayer de comprendre qui le fait chanter avec les photos de ce meurtre et qui lui en veut. Je vais juste donner 3 choses pour lesquelles je trouve que ce film est génial. La première, c'est évidemment l'apparition de Bud Spencer. C'est quand même pas rien. Quand même. Je veux dire, en ermite, philosophe, mangeur de poissons crus. J'ai trouvé ce parti pris artistique absolument démentiel. Ensuite, plus sérieusement, la photo du film quand même. Toute la dichotomie qu'on a entre les séquences de rêve qui sont assez lumineuses et les séquences de vie de tous les jours qui sont tournées la plupart du temps de nuit, dans Turin, très art nouveau, très sombre, un peu angoissant. Et la troisième raison pour laquelle il faut absolument voir ce film, c'est parce que, et je vous l'expliquerai à la fin, en quoi il est relié au Marvel Cinematic Universe. Oh putain. Là, j'avoue que là, tu nous as fait un teasing qui est pour le moment le meilleur teasing de l'histoire de La Flasque et l'Enclume. Tu veux commencer, Mathias ? Non, vas-y, commence. Écoute, moi je suis un peu ennuyé avec ce film parce qu'il m'a pas tellement passionné, mais il m'a pas tellement ennuyé non plus. C'est l'histoire de ma vie. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dedans. Tu nous as fait le résumé de l'histoire, et en fait là, l'histoire, c'est à peu près ce à quoi ça tient. Il n'y a pas vraiment plus. Le film tient pas par ses qualités de récit, par la surprise que va nous proposer le récit, etc. Voire même, je trouve que le twist final, il est assez pourri en fait. Ah, il est carrément devinable assez vite. Je veux dire, le grand vilain de ce film disparaît pendant quasiment une demi-heure de film. Donc au bout d'un moment, on finit par se demander pourquoi la personne n'est plus là, quoi. En fait, il arrive parce qu'il faut bien résoudre l'enquête qu'on nous a proposée. Mais franchement, ça n'a pas plus d'intérêt que ça parce que les motivations du personnage, je dirais, on s'en fout un petit peu. On a l'impression même que le titre du film, donc du coup, qui va renvoyer directement à la résolution, sans rien dévoiler. Ce titre-là, il est trouvé de manière un petit peu fortuite, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que ce titre, cette résolution, tout ça est fortuit. Parce que, en fait, l'intérêt du film, il réside pas tant là-dedans. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, puisque moi, je n'ai vu aucun des autres films de Dario Argento. Je suis un béotien. C'est la façon dont, c'est un peu banal ce que je veux dire, mais dont la tension est mise en scène. Alors, quand je dis la tension, c'est pas tant la montée de l'angoisse elle-même, parce que celle-ci, elle est quand même plutôt, elle a pris 50 ans dans la gueule, donc forcément, elle est un petit peu moins fonctionnelle, aujourd'hui. Par contre, il y a vraiment un travail sur des plans vides où se passe très peu de choses, où le personnage attend. Et en fait, c'est dans tout ce qui va projeter dans ces vides-là que l'angoisse va monter. Et je pense que c'est vraiment ça le mécanisme principal de la peur, c'est-à-dire que finalement, rien ne se passe tellement, mais tout devient quelque chose qui peut devenir étrange, devenir effrayant, devenir une mort prochaine, quoi. Et je trouve que le film, là où il fonctionne le mieux, où il me parle le plus, c'est vraiment dans tous ces moments vides. Et là, effectivement, comme tu disais, il y a un travail sur la photographie, mais sur la durée des plans, sur la composition de plans, dans lequel on essaye de chercher du regard un indice, mais dans lequel évidemment on trouve rien, de la même manière que le personnage, qui va nous mettre dans un état de tension, un état d'émotion. Mais je pense que c'est le but, hein. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une façon très moderne de faire du cinéma. Il y a des cinémas qui donnent des réponses et qui figent dans des réponses, mais par contre, c'est plus intéressant d'avoir un cinéma qui ouvre sur des questions, donc à la fois chercher de manière un peu vaine du sens dans ce qui nous entoure et la manière dont nos émotions vont nous submerger. C'est vraiment ce qui peut définir une sorte de condition humaine. C'est ce qu'il y a dans la mise en scène de Dario Argento dans ce film. Donc c'est pour ça que le voir et voir ce qui a été mis en place me donne vraiment envie de découvrir sa filmographie. Je vais te rejoindre un peu, en fait, je pense qu'on va un peu avoir tous des analyses proches de ce film. J'ai l'impression que ce film, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux dans le genre cinéma bis, voilà, cinéma bis à l'époque. Il y a 2 points, c'est-à-dire que d'un côté, dans la réalisation, dans le choix de certains plans, de certains cadrages, on sent qu'il y a une réelle intention, on sent que Dario Argento, il cherche à faire du cinéma vraiment, et ça, c'est appréciable, c'est vraiment louable. Pour moi, quand on voit ce film, on ressent le plaisir qu'a Dario Argento à faire du cinéma. Et ça, c'est le bon moment du film. Au début, quand il joue de la batterie, il y a une sorte de plan à
travers les cymbales et tout. Moi, je trouve ces plans... Ah, ils sont magnifiques, avec le moustique, ouais. Ouais, super sympa, super intéressant. Et on est en 71, hein. Enfin, je veux dire, on est en 71 en Italie, tu vois. Je veux dire, je suis pas sûr qu'en 71 en Italie, tu pouvais avoir la débauche de moyens que tu pouvais avoir en 71 aux États-Unis ou même en France ou en Angleterre pour tourner. Il y a des tas de choses, comme par exemple, à la fin du film, le coup de pistolet à travers le coussin. Maintenant, 50 ans après, ça fait un peu kitsch, mais je pense qu'en 71, quand tu vois la scène, ça va pas faire, c'est pas l'explosion de l'étoile noire non plus, tu vois. Mais au moins, il y a quelque chose où tu te dis, voilà, il a envie de faire passer son envie de faire du cinéma, quoi. Il a des idées, il a envie de montrer aux gens que, par des petites idées de mise en scène, tu vois ce qu'il avait envie de faire passer au niveau de l'évolution de ses personnages. Après, je sais que le scénario, il tient sur un double timbre poste, hein. Je suis totalement d'accord avec toi, et du coup, c'est ce que j'étais en train de dire, quoi. Voilà, ça, c'est toute la partie appréciable du film, c'est le côté, voilà, Dario Argento fait du cinéma, et ça, on se régale à le voir dans quasiment tous les plans. Ça transpire le cinéma, et ça, c'est cool. Et après, effectivement, le scénario, il y a des petites perles quand même, des petites perles scénaristiques. Bon, Bud Spencer qui bouffe du poisson cru, par exemple, c'est génial. Le personnage du détective privé homosexuel, il est marrant aussi, tu vois. Jean-Pierre Mariel. Il y a plein de trucs, il y a plein de petites perles dedans. Mais en fait, l'énigme, l'histoire policière, elle est quand même juste pas possible, quoi. En même temps, on s'en branle. Franchement, en même temps, on s'en branle. Oui et non, parce que moi, parce que moi j'aime bien le polar, tu vois. Ouais, mais d'accord, mais en fait, on est abreuvé de ça. Donc franchement, que celui-ci résolve ou pas, finalement, je dirais aujourd'hui, on peut s'en branler, parce que si tu veux voir un polar, tu peux taper à plein d'endroits. Par contre, une réale comme ça, tu la vois nulle part ailleurs, quoi. Et ouais, mais une réale comme ça, avec un polar qui fonctionne en plus, ça aurait fait un méga film, tu vois, ça aurait fait un super film. Et là, moi, quand même, à un moment, il y a des moments où, du coup, à cause de ça, je suis un peu déçu. La résolution de la fin, voilà, effectivement, en plus, j'avais trouvé au bout de 2 minutes qui c'était, parce qu'en fait, le problème de ce truc-là, c'est que dans tous les films où il y a une résolution finale, enfin, où on se demande qui est le tueur à la fin, les Agatha Christie, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnages et que on peut se demander qui c'est. Et là, en fait, il suffit dans sa tête de se dire qui ça peut être, et on élimine tous les personnages, il en reste plus qu'un. Donc au bout de 10 minutes, on sait qui c'est. Et donc du coup, l'intérêt qui subsiste, ça va être de se dire comment il va trouver lui qui c'est. Et puis quand il trouve, alors déjà on passe par ce truc de machine qui lit la dernière image dans l'œil d'un cadavre, quoi. Bon, on va dire qu'on va poser sa suspension d'incrédulité et qu'on va dire ok, on est en 71, hein. Déjà le fait de. On est en 71, les gens étaient dans des cavernes et ça allumait du feu avec du bois. T'imagines, Mathias? Non, mais je veux dire en matière de. On est déjà allé sur la Lune depuis 2 ans. Tu te fous de ma gueule ou quoi? En même temps, les techniques d'interrogation, c'était juste des coups de botard, hein. Donc à l'époque, c'est déjà pas si mal qu'il y ait un peu de technique, quoi. Ça marchait vachement bien d'ailleurs. C'est vrai. C'était plus efficace, en tout cas. Ah, c'est les experts à Turin, c'est un bon début, quand même. En fait, ça me poserait pas de problème si cet élément-là était une caractéristique du film. C'est-à-dire si on était dans un film semi-fantastique où on rajoute un élément supplémentaire qui peut résoudre les enquêtes, comme merde, j'ai oublié le nom du film là, comme Tom Cruise qui peut lire l'avenir là. Minority Report. Comme Minority Report, voilà, on rajoute un élément qui permet de résoudre les enquêtes et tout. Mais là, c'est pas du tout l'objet du film, quoi. Non, là, donc on vient comme un P au milieu du repas, quoi. exactement pareil. Tu t'y attends pas, tu dis bon, c'est ce truc-là, et c'est ce truc-là qui t'aide à avoir la résolution finale. Alors oui, il y a ce jeu, il y a ce plan sympa de la balle qui part. Il y a même la séquence sympa de l'accident de voiture à la fin, c'est bien réalisé et tout. Mais je veux dire, en vrai, du point de vue de l'histoire, cette fin, mais elle est totalement bazardée, quoi. S'il y a pas de résolution, c'est bon, tant pis, quoi. Ciao. Alors, j'ai lu qu'il l'avait trouvé sur le tournage, en fait. Bah ouais, oui, il l'a pas trouvé du tout. Je pose l'information comme ça. En fait, il l'a perdu sur le tournage et il l'a jamais retrouvé. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait? C'est clair que c'est assez déceptif là-dessus, mais en même temps, franchement, moi je te dis, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Moi, j'aurais tendance à dire, on s'en fout parce qu'il y a plein d'autres choses dans ce film. Et puis, tu l'as souligné avec Bud Spencer, tu l'as souligné avec Jean-Pierre Mariel, c'est un film qui est quand même assez drôle et plein d'absurdes. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film qui ressemble profondément à la vie. En matière d'absurde, t'as ce rendez-vous dans l'espèce de convention ou de marché au cercueil, où si tu regardes les cercueils que t'as derrière, t'as des cercueils totalement improbables, égyptiens, des trucs qui sont censés aller dans l'espace, le truc avec le cercueil à 2, quoi. Comme ça, tu peux être enterré avec la femme de tes rêves. Voilà. Femme de cœur. C'est génial. Tu vois, dans beaucoup de mauvais polars, la personne persécutée ou la personne qui doit subir le truc ou le héros, au mieux, il est légèrement alcoolique, ou sa femme est morte dans un accident de voiture 5 ans avant. Tu vois, je veux dire, c'est les seuls trucs un peu dérangeants que tu peux avoir sur un personnage, quoi. Là, le type, enfin, je veux dire, il trompe allègrement sa femme, avec. Et alors, c'est pas bien, ça? Tu vois, voilà.
À sa place, on aurait tous fait pareil, les gars. Voilà. Et puis en plus, elle est là, alors que sa femme s'est barrée. Il a des amis, donc on revient sur Bud Spencer, qui sont vraiment très particuliers. Il est dérangé au tout début, même s'il fait semblant de pas l'être parce que le détective est homosexuel. Pour lui, c'est pas inconcevable qu'un détective soit homosexuel. Bon. Alors, on est en Italie dans les années 70. Donc voilà, enfin, je veux dire, Ouais, mais surtout, il est bidon. Il le dit. Il a jamais résolu une affaire et il le prend quand même. Et en fait, tu vois, tous ces personnages ont une part de grotesque. Il s'en moque un peu. T'as l'impression qu'il prend son pied à filmer la galère d'un gars, en fait. Et moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était justement ce côté. Il n'y a pas d'empathie particulière avec le gars. Je veux dire, on n'est pas en train de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive à une si belle personne, tu vois. Et donc, pour revenir à ce fameux teasing que je vous ai fait au début, ce qu'il faut quand même savoir... Attends, on n'a pas tout à fait terminé, excuse-moi, juste avant. Vas-y alors. Parce que quand même, moi, c'est un film qui m'a plu, mais je pense que ça plaît si t'es un petit peu, entre guillemets, cinéphile. J'ose croire que nous sommes cinéphiles. Ouais, je pense que si t'es pas cinéphile, ça, ouais. en fait, effectivement, t'as un truc de déception qui est total parce que tu te dis, mais on me prend vraiment pour une truffe, c'est pas possible, ça fait 1h30 que je regarde ça, et à la fin c'est la belle-mère du fils. Non, c'est pas la belle-mère du fils, mais en gros, c'est ça. En Le même twist, temps, c'est aussi simple que ça, vous foutez vraiment de ma gueule, quoi. Et je pense on fait que. un podcast pour les cinéphiles, hein. Si je voulais faire un podcast pour les joueurs de boules, j'aurais recommandé Plein Fer comme film, tu vois. Donc, Non, très sincèrement, si tu, comme moi, tu connais pas Dario Argento et que tu as envie éventuellement de découvrir ce cinéma, ça peut valoir le coup de passer directement aux autres films, quoi. Et éventuellement d'y revenir après pour te dire, mais quelle était la genèse du maître de l'angoisse italien? Ouais, mais moi je trouvais ça bien à l'époque, ça c'est pas un secret. Moi je préfère les films qui ont plus de forme que de fond, parce que je trouve que la politique des auteurs est un énorme frein pour des tas de choses. C'est juste un truc pompeux pour essayer de faire croire qu'on a quelque chose d'intelligent à dire, alors que quand on a rien à dire, vaut mieux se taire et pas faire de cinéma. Mais après, faudrait expliquer ça à 80% du cinéma français. Voilà, après le truc c'est que... Voilà, ça y est, on vient officiellement de signer notre arrêt de mort. Voilà, super, bravo. Et ça donc, fait de l'argent, le cinéma français. Oui. Pour les gens qui sont payés. Voilà. Les films rapportent pas d'argent, mais il y a des gens qui sont payés. Donc. Oui, donc je disais la liaison avec le Marvel Cinematic Universe, c'est qu'il faut savoir que 2 personnes qui ont joué dans ce film ont eu des rôles importants dans la création du Marvel Cinematic Universe. Donc le Mike Brandt italien, Michael Brandon, a joué le sénateur Brandt dans le premier, on le voit à l'écran, dans le premier Captain America, et sa femme, c'est une artiste plasticienne qui notamment fait les sculptures des décors du premier des Gardiens de la Galaxie. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé. Oui, on arrive à la fin de cette flasque et l'enclume. Qui conclut? Je conclus? Oui. Oui, tu conclus. Ah oui, on voulait terminer avant par quelques recommandations. Il faut faire des recommandations. Tu en as ou pas? Sinon, moi j'en ai aussi, on en a. Si, alors je vais vous en donner une d'ailleurs, avec un film de 2010 réalisé par Greg Araki et qui s'appelle Kaboom. Voilà. Et pour moi, ce film, c'est un petit chef-d'œuvre et qui explore le what the fuck très très loin, beaucoup plus d'ailleurs que Teenage Caveman. Sylvain, pour continuer ou sur un registre radicalement différent? Alors j'en ai 2. Le premier est un film italien qui est réalisé par ce que moi je considère un réalisateur qui va faire partie de la prochaine vague des réalisateurs italiens qui vont compter. C'est Subura, réalisé par Stefano Sollima, qui a été réalisé du coup en 2015 et qui surfait entre guillemets un peu à l'époque sur le succès de Gomorrah, mais bon, en même temps c'est quelqu'un qui avait collaboré à l'écriture de Gomorrah et qui transpose une histoire qui ressemble un tout petit peu à celle de Gomorrah, mais à Rome en 2011. Un film à esthétique assez intéressante et qui lui a permis de se faire repérer, notamment, et donc du coup de participer et de faire pour moi, et la rédaction s'engage, la suite, la suite de Sicario, que je trouve bien meilleure que celle de Denis Villeneuve. Et la deuxième recommandation, c'est un film français. Oh merde. Qui est dans le thriller psychologique avec une esthétique assez intéressante. C'est le Feu rouge de Cédric Kahn avec Jean-Pierre Daroussin et Carole Bouquet. Sorti en 2004. Très bien. Et quant à moi, écoutez, moi je vais changer de registre complètement parce que je vais vous conseiller, parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, une très bonne série de podcasts sur la peinture italienne et française du 15e siècle au 20e siècle par un historien de l'art qui est brillant, qui s'appelle Daniel Arras, et que vous trouvez sur YouTube, donc en accès gratuit. Ça s'appelle Histoire de peinture de Daniel Arras. Donc sur ces entrejambes, merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés pour ce premier numéro de La Flasque et l'Enclume, et puis on vous embrasse. Évidemment qu'on vous embrasse. Bisous à tous. À une prochaine.